si on reprend la genèse de l'État islamique, qu'on appelle aussi Daesh, qui est l'acronyme en arabe de l'État islamique en Irak et en Syrie, il vaut mieux d'ailleurs utiliser plutôt le terme d'État islamique, puisque depuis juin 2014, le califat proclamé est synonyme de État islamique. Et comme il se veut universel, il ne mentionne plus dans sa titulature l'Irak et la Syrie. Alors, il s'agit d'un groupe effectivement terroriste, millénariste, je dirais, mais dont l'apparition, en fait, remonte bien avant la crise syrienne. Donc là, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui nous expliquent que c'est Bachar al-Assad qui a créé l'État islamique. Il se trouve que l'État islamique en Irak, qui est l'embryon de ce qui est devenu l'État islamique, a été créé en 2006 et qu'on peut même très directement lier l'émergence de l'État islamique et la création de l'État islamique à la catastrophique intervention américaine de 2003 en Irak. Et si on doit véritablement incriminer des responsables ou un responsable dans l'apparition de l'État islamique, eh bien il s'agit de Paul Bremer, qui sera le gouverneur de l'Irak, qui par sa décision, son ordre numéro 2, qui a été de démanteler l'appareil politico-militaire irakien, a tout simplement créé les conditions, évidemment, de la constitution d'un tel groupe. Donc en renvoyant chez eux tous les officiers et tous les soldats bassistes sunnites qui composaient l'armée irakienne, eh bien les Américains ont évidemment laissé filer des savoir-faire militaires éprouvés et évidemment ces gens n'ont pas perdu de temps et se sont ensuite constitué contre l'occupation américaine. À partir de 2012, à la faveur du chaos qui régnait dans les zones orientales de la Syrie du fait du retrait de l'armée syrienne, eh bien, ils sont venus occuper un espace vide, ils ont pu se financer, ils ont pu profiter de tous les trafics de contrebande, y compris évidemment et en particulier grâce à la complicité de la Turquie, pour non seulement exporter effectivement du pétrole, du coton également, du blé, là, on ne parle pas aussi du blé, les silos de blé entiers qui sont déménagés et vendus par le biais de la Turquie, et accueillir aussi, grâce à la frontière turque, la porosité des frontières turques, des combattants du monde entier. Ça, c'est le deuxième aspect de l'État islamique, c'est qu'il y a une dimension millénariste, eschatologique presque. Il faut savoir que la géographie syrienne en particulier, mais irako-syrienne, est une géographie sacrée, avec de multiples occurrences dans les hadiths de l'islam et dans le Coran, avec des localités, bon, Damas, qui sont citées très souvent, le Bilad el-Sham, c'est-à-dire le pays de Cham, qui est à peu près grosso modo la Syrie actuelle plus la Palestine, qui doit être un lieu de régénération et qui très souvent dans les hadiths est appelé comme le lieu où aura lieu la bataille finale entre la bête, le Dajjal, et l'islam. Le magazine de l'État islamique, qui s'appelle Dabiq, fait clairement référence à un village qui se trouve au nord d'Alep, sur lequel il y a une prophétie contenue dans les hadiths qui dit qu'à Dabiq, eh bien, les armées musulmanes vaincront les armées occidentales et que la fin du monde, le jugement dernier, interviendra à ce moment-là. Donc vous avez un mélange en réalité dans l'État islamique à la fois de nationalisme arabe, il faut bien voir que le commandement militaire de l'État islamique, ce sont tous d'anciens officiers de l'armée irakienne, donc qui ont une revanche à prendre, une revanche nationaliste, une revanche aussi des sunnites, c'est la revanche des sunnites, enfin de certains sunnites, donc une dimension nationaliste, mais également une dimension peut-être à usage externe, une dimension millénariste qui permet d'ailleurs de servir d'aimant en quelque sorte à toutes sortes de combattants étrangers qui croient véritablement venir se régénérer en venant combattre sur des terres qui sont des terres sacrées. Donc voilà pour l'État islamique. Alors maintenant, comment expliquer son développement fulgurant ? Alors le développement fulgurant de l'État islamique, il vient d'abord de l'effondrement des structures de l'État irakien, de la corruption massive qui régnait au sein des forces armées irakiennes, de l'incapacité des États-Unis à avoir reconstruit ce pays après l'avoir détruit. Il vient également, bien entendu, au début
d'un encouragement très net et très clair, même si on peut toujours utiliser des tours de langage pour nous expliquer que les monarchies pétrolières n'ont rien à voir avec l'État islamique, mais quand un prince saoudien fait un don de 2 millions de dollars à une organisation humanitaire qui opère en Irak et que ces 2 millions de dollars se retrouvent dans la poche des combattants de l'État islamique, quand on sait la structure politique de l'Arabie saoudite, eh bien, très clairement, on peut incriminer l'État saoudien dans le financement de l'État islamique, du moins à ses débuts. C'est en fait une stratégie utilisée de manière assez classique par les monarchies pétrolières depuis 40 ans, qui ont consisté à exporter le terrorisme. Il vaut mieux avoir des terroristes en dehors de chez soi que chez soi. Sachant que la monarchie saoudienne est elle-même très contestée dans la mesure où elle est jusqu'au-boutiste et elle applique d'ailleurs globalement exactement les mêmes châtiments dans son code pénal que l'État islamique, lapidation, décapitation, etc. Mais la différence avec l'État islamique, c'est que l'Arabie saoudite est très liée à l'Occident, est très liée aux États-Unis. Il y a le pacte de Quincy en 1945 qui scelle vraiment la collusion en quelque sorte entre d'une part la démocratie une des plus grandes démocraties du monde et puis l'un des régimes les plus archaïques, les plus théocratiques et obscurantistes qui soient, c'est-à-dire l'Arabie saoudite. Donc il y a indéniablement une responsabilité des monarchies pétrolières dans les débuts de l'État islamique, dans le financement de l'État islamique. Donc l'autre dimension qui explique pourquoi l'État islamique n'a fait que s'étendre finalement depuis juin 2014, c'est que les pays qui étaient censés bombarder ou en tout cas combattre l'État islamique dans cette coalition mise sur pied en septembre 2014 par les États-Unis, pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, etc., eh bien, ont été aux abonnés absents. D'ailleurs, je signale que depuis août 2015, ces pays que je viens de citer ne participent plus à la coalition, sans qu'on en ait été avertis, nous, en Occident. Donc ils ne participent plus, ils sont très occupés au Yémen à bombarder avec des armes occidentales, des armes françaises d'ailleurs, dans ce qu'on peut appeler une sale guerre, c'est-à-dire qu'il y a eu 6000 victimes, dont la plupart sont des civils au Yémen, ce dont on parle pas beaucoup. Bon, ça vient une fois de plus illustrer le fait qu'il y a des guerres qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc l'une des raisons également pour lesquelles l'État islamique n'a fait que prospérer depuis sa proclamation en juin 2014 et malgré la constitution d'une coalition internationale en septembre 2014, c'est que les États, en tout cas les monarchies pétrolières qui sont censées faire partie de cette coalition, ont à tout le moins, disons, une action plus que symbolique. En réalité, ils sont tétanisés par l'Iran. Ils sont tétanisés par le retour de l'Iran, de la puissance perse dans la région. Et pour eux, l'État islamique est le seul moyen de contrer en quelque sorte l'influence de l'Iran dans la région, en Irak en particulier. Alors, il ne s'agit pas de promouvoir l'État islamique, mais il s'agit de le contenir, mais pas de l'affaiblir ou de le détruire. Et c'est exactement cette ligne-là qui est suivie par les monarchies pétrolières. Bon. Maintenant, la question de l'État islamique ne pourra être réglée, évidemment, que par de la politique ou de la diplomatie, en complément, évidemment, d'une action militaire véritablement efficace avec des troupes au sol. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'État islamique, si on regarde le territoire qu'il détient, c'est un territoire enclavé. L'État islamique ne peut survivre en l'état actuel que grâce, en fait, à la circulation et à la porosité des frontières de ses voisins. Et tant que la Turquie, par exemple, n'aura pas clairement été obligée, parce que là il y a une urgence, de prendre à bras-le-corps le problème et de revenir sur sa terrible ambiguïté, tant que les monarchies du Golfe continueront également d'accorder des facilités de financement ou en tout cas verront toujours d'un œil bienveillant l'État islamique comme contrepoids à la puissance iranienne, on ne peut pas espérer en finir avec une organisation qui en fin de compte pourrait être éliminée en quelques semaines parce qu'elle compte quelques dizaines de milliers d'hommes et que elle ne dispose pas d'aviation par exemple.